Merci Lamia. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler. Donc Lamia m'a demandé de préparer un topo sur les pouvoirs de la gouvernance. Donc alors j'ai beaucoup de casquettes dans la vie, mais là je parle, on va dire, en tant que représentante de la France à l'OCDE. C'est comme ça que j'ai conçu dans mon intervention. Après, je peux prendre toutes les casquettes de la terre. Je suis effectivement administratrice indépendante, présidente de comité d'audit. Je suis la femme d'un président de banque, donc je comprends à peu près bien les schémas de régulation. Mais là, je vais vous parler de comment on organise la gouvernance plutôt dans un groupe industriel. Après, je pense que vous raconterez toutes les spécificités bancaires qui sont très particulières. Donc, quels sont les trois pouvoirs de la gouvernance? Donc, comment est-ce que je vais organiser mon propos? D'abord, rappeler les trois principaux pouvoirs de la gouvernance. Dire comment est-ce qu'on fait une gouvernance efficace, et ce serait quoi l'efficacité de la gouvernance. Parler quand même d'éléments de contexte, parce que c'est loin d'être neutre. On a aujourd'hui une inflation de textes réglementaires et de pressions externes qui sont de plus en plus fortes, qui pèsent sur la gouvernance. De regarder quelle est l'articulation entre la gouvernance des filiales avec la gouvernance de groupe, et puis essayer de tirer quelques conclusions. Donc juste pour mes mots, donc la gouvernance, je sais que c'est un mot valise et que tout le monde a sa définition. Je voudrais juste revenir à la définition académique. Donc le terme officiel, c'est le gouvernement d'entreprise, qui est pas neutre. C'est que c'est une notion très politique et c'est pas neutre du tout dans la manière dont les régulateurs s'en emparent et les pouvoirs publics en général. Donc c'est quand même l'ensemble de toutes les dispositions légales, pratiques ou réglementaires qui sont chargées de délimiter l'étendue du pouvoir et des responsabilités de ceux qui sont chargés de diriger l'entreprise durablement. Avec des mots-clés, pourquoi est-ce qu'on fait de la gouvernance? C'est pas juste pour faire de la gouvernance en soi, c'est bien pour essayer d'avoir de la pérennité et de la performance durable. Donc les trois pouvoirs impliqués dans la gouvernance, on le répète jamais suffisamment, ce sont effectivement le pouvoir souverain, qui sont les actionnaires, le pouvoir de surveillance, qui est incarné par les administrateurs, et le pouvoir exécutif, qui est organisé par l'équipe de direction. On oublierait, d'une manière générale, dans le monde occidental, on a beaucoup développé toutes les théories d'organisation et management à propos des dirigeants. On a relativement peu parlé de l'actionnariat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que tous ces sujets de gouvernance viennent parce qu'on a un retour de balancier qui concerne effectivement le pouvoir de l'actionnaire. C'est l'articulation entre ces trois pouvoirs qui va permettre de définir la manière dont l'entreprise est gouvernée, et c'est l'articulation de ces trois pouvoirs qui donnera confiance à l'extérieur pour dire que cette entreprise est effectivement gouvernée. Alors, pour moi, le premier sujet, c'est de clarifier. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Quand on a des vrais sujets et c'est des sujets qu'on a avec les régulateurs français, les pouvoirs publics, on les a au niveau européen. Je suis aussi coprésidente de l'Association européenne des valeurs moyennes cotées. On a des discussions sans fin de qui fait quoi en stratégie dans un conseil d'administration et dans une direction générale. Et nous disons en permanence, c'est la direction générale qui établit la stratégie. Après, elle est validée par le conseil, elle est implémentée par la direction générale et le conseil d'administration la surveille. À partir du moment où on pense que c'est le conseil d'administration qui fait tout, ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on pense que le régulateur se mêle de stratégie, ça ne fonctionne pas. Et donc on a un sujet aujourd'hui de clarifier, de bien remettre les pendules à l'heure en disant qui fait quoi. Ce qui est très compliqué avec la gouvernance et qui doit nous permettre sans arrêt de rester humble par rapport au sujet, c'est cette formidable anticipation dont il faut toujours faire preuve. Parce que la gouvernance, on raisonne à 5-7 ans, on raisonne pas à 3 mois. Et donc cette projection permanente dans le long terme est extrêmement complexe. Elle est complexe pour les équipes qui ont les mains dans le cambouis, parce que si elles bossent normalement, ben en général, les équipes dirigeantes sont surchargées de travail et plutôt dans le quotidien. Et c'est compliqué de se dire, on a des administrateurs qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas au quotidien de l'entreprise, avec lesquels il y a une asymétrie d'information extrêmement importante et qui doivent quand même en permanence essayer de tirer l'entreprise vers un raisonnement à 5-7 ans. Alors, quel est l'inducteur principal de la gouvernance? Et ça, on l'a oublié, mais maintenant, ça revient au galop. Et ça revient au galop en particulier au niveau de l'OCDE. C'est de dire qu'on arrête d'avoir des tartines sur c'est quoi la bonne gouvernance, mais qu'on dise quel est l'inducteur réel de la gouvernance, et c'est la structure de l'actionnariat. Et on ne va pas du tout raisonner de la même manière, effectivement, dans des entreprises. Alors, avec déjà des approches de capitalisme au niveau européen. Est-ce qu'on est dans un capitalisme anglo-saxon ou un capitalisme rhénan, si je reprends les termes académiques? Est-ce que l'entreprise est une simple marchandise dont l'actionnaire dispose librement? Ou bien est-ce que c'est un truc complexe où il y a plein de gens qui interagissent dans tous les sens, avec en général une empreinte territoriale, et où on a énormément de parties prenantes qui vont intervenir?
On a un deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on en attend en termes d'argent? Est-ce qu'on souhaite une maximisation des profits à court terme ou au contraire, est-ce qu'on est dans une logique patrimoniale de création de valeur à long terme? Et ça va énormément changer et ça va induire des systèmes de gouvernance qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, quelles sont les attentes de rentabilité, de distribution des gouvernances, de dividendes? Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, enfin, je le vois dans les négociations, en particulier au niveau européen, mais même on le voit aussi au niveau mondial. L'objectif de la gouvernance au sein d'un groupe, c'est de faire une synthèse harmonieuse des intérêts de la société mère et des différentes filiales et participations. Et notamment de faire en sorte que la vie sociale des filiales soit réelle et apporte un vrai plus au bon fonctionnement du groupe et à sa performance. Et aujourd'hui, c'est vrai que le monde s'est terriblement complexifié. On est dans une logique d'intégration de plus en plus développée, dans un contexte de plus en plus complexe. On a une multiplication des réglementations dans les différents pays dans lesquels les entreprises sont établies. On a des superpositions de hard law et de soft law, de droit dur et de droit souple. On a une demande croissante de la société civile qui demande aux entreprises de rendre des comptes. Donc en Europe, on est soumis aujourd'hui à des demandes de calcul d'impacts sociaux et environnementaux qui sont extrêmement significatifs. Les lois sont passées, ça y est, au niveau européen, on est cuit. Les fonds d'investissement, aujourd'hui, investissent sur des critères sociaux et environnementaux. Et donc, toutes les entreprises doivent rendre des comptes là-dessus. Et on a des vrais sujets sur comment ça se mesure, comment on le mesure de manière équitable, comment on le mesure de manière efficace, comment est-ce que ça se compare d'un secteur par rapport à un autre. Et là, c'est extrêmement complexe. Et on a également une demande croissante de responsabilité pénale des multinationales et des entreprises transnationales. Quand on voit les dégâts collatéraux de ce qui s'est passé après l'accident qui s'est passé au Bangladesh, aujourd'hui, ça génère des collections de textes de loi dans tous les sens pour dire les entreprises sont responsables. Donc on a une loi qui vient de sortir en France, dont on se demande bien comment on va l'appliquer dans les entreprises. Les dirigeants d'entreprise sont désormais responsables à l'infini sur le comportement de n'importe quel fournisseur, de n'importe quel fournisseur, de n'importe quel fournisseur dans n'importe quel pays dans le monde. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de mettre en place des systèmes pour aller vérifier l'intégralité du comportement de tous vos fournisseurs. Et là, on ne parle pas des fournisseurs de rang 1, mais on va jusqu'aux fournisseurs de rang 10. Et donc la question, c'est comment est-ce, en termes de compétitivité des entreprises, comment est-ce qu'on fait ça sans embaucher on va pas non plus embaucher plus c'est super, les services d'inspection, c'est formidable, les services d'audit interne, c'est juste formidable également. Il y a des gens qui en vivent et c'est vraiment bien, c'est cool. Moi j'ai fait un calcul aujourd'hui ça représente quel pourcentage des effectifs d'une entreprise. Donc la question, c'est jusqu'où on accepte d'avoir des effectifs qui font que ça. Parce que bien sûr que ça crée de la valeur parce que ça évite quelques risques. Mais il y a un moment, quand on passe dans les entreprises à 15% des effectifs qui font simplement de la conformité, d'abord on a un vrai sujet pour les garder. Parce qu'à un moment, ils en ont marre. C'est pas quand même, c'est pas forcément les carrières les plus attrayantes. Enfin, au bout de 10 ans, en général, on s'aperçoit c'est pas si simple que ça de faire de la conformité pendant 30 ans d'affilée. Et donc, comment est-ce qu'on fait de la conformité de manière intelligente? Et comment on fait de la conformité qui fait sens? Donc tout ça, c'est compliqué. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'on a des recommandations de gouvernance qui sont différentes d'un pays à l'autre. On s'aperçoit qu'on a des droits, par exemple, qui sont orthogonaux. Donc vous avez une politique groupe, on vous dit c'est ça le fonctionnement du groupe, vous allez dans tel pays, on vous dit ben non, la loi du pays, elle dit l'inverse. Et donc on fait comment quand on est un groupe pour être réglo, entre guillemets, avec le système d'une manière générale? Juste pour vous donner 3 points d'attention qui sont ce qui est en cours en ce moment en Europe, sur lesquels on discute au quotidien. On discute en tant qu'entreprise, on discute surtout aussi en tant que régulateur. Comment le régulateur s'inscrit? Alors le H3C, puisqu'il y a énormément de banquiers dans la salle, j'ai compris, pour vous faire simple, c'est la CPR des commissaires aux comptes. Donc c'est le truc qui surveille les commissaires aux comptes, avec des vrais sujets aujourd'hui sur l'indépendance des commissaires aux comptes, les vrais sujets sur est-ce que le travail est bien fait, des vrais sujets sur l'indépendance des commissaires aux comptes. Et je vous parle pas alors là dans les groupes du cauchemar de la gestion des commissaires aux comptes, avec les durées de mandat qui sont pas les mêmes. Éviter de les faire travailler dans des systèmes de conseil et des systèmes d'autorévision. Aujourd'hui, c'est devenu, dans certains groupes, il vous faut déjà 2 ou 3 personnes à temps plein juste pour superviser les commissaires aux comptes de l'intérieur, pour vérifier que vous ne donnez pas de mandat qui soit contradictoire d'un pays à l'autre. On a un autre sujet qui est compliqué. On a des sujets compliqués. On a les sujets des codes de conduite. Donc ça, c'est la bonne nouvelle d'il y a 6 mois. Les investisseurs socialement responsables au niveau international ont dit nous n'investirons plus dans les entreprises qui n'ont pas de code de conduite.
Ah, c'est trop bien, on va écrire des codes de conduite. Et on va mettre en place des politiques anticorruption. Et il va falloir former tous les salariés de toutes les entreprises de plus de 50 personnes en France, pour vous donner un ordre de grandeur, sur des politiques anticorruption, avec des systèmes de mise en place de lanceurs d'alerte dans toutes les PME de 50 personnes. C'est un peu compliqué, hein, vu des PME, pour mettre en place. On a des vraies problématiques autres, alors c'est pour ça que c'est compliqué, ça se mélange dans tous les sens. On a des problématiques de concurrence économique, on a des problématiques d'extraterritorialité. Là, en ce moment, c'est open bar pour les Américains, quand même, hein, pour mettre des amendes à gauche et à droite. Donc, tout le monde a pensé que l'amende de la BNP avait été particulièrement injuste. En tout cas, tout ça avait été fait dans les règles et que là, il y avait quand même des sujets, pour ne parler que d'eux. On a un poids croissant des proxy advisors à qui les investisseurs confient aujourd'hui le système de vote. Et on a un vrai problème d'oligopole. Aujourd'hui, on n'a plus que deux proxy advisors américains qui font la pluie et le beau temps. Donc, on a ISS et Glass Lewis. Alors ISS, c'est beaucoup plus simple, ils ont externalisé toute leur force de travail aux Philippines. Donc ce sont des stagiaires philippins qui décident de comment on va voter dans les assemblées générales. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut dans la vie, mais il y a un moment où ça me pose problème quand même sur l'exercice de la démocratie actionnariale. Glass Lewis, c'est un peu mieux, ils ont mis des équipes sur le terrain. Et puis c'est ce que je vous disais, le reporting extra-financier se développe énormément. Quand on discute aujourd'hui avec la Commission européenne ou avec nos dirigeants français, quelque part le sentiment c'est que la gouvernance est sous contrôle, à peu près, grosso modo. On a bien sûr qu'on a toujours des accidents, on a toujours des scandales, mais grosso modo le corpus de réflexion, les codes de gouvernance sont aboutis, le système législatif est à peu près abouti, et donc demain l'accent c'est sur le social. Et donc effectivement sur des critères sociaux, sur des critères de performance sociale. Et là, c'est un vrai sujet sur comment est-ce qu'on travaille sur l'engagement des salariés et les taux d'absentéisme. Là, on l'a démontré, ne veulent rien dire. Donc, on fait comment pour mesurer un engagement des salariés? Alors, comment ça s'articule avec la gouvernance de groupe, tout ça? Alors, d'abord, pour moi, il y a deux définitions dans un groupe. Il y a une définition juridique et il y a une définition culturelle. Et ensuite, de quel administrateur parle-t-on? Donc, quel groupe? Et là, pour moi, ça ne veut rien dire d'avoir une formule unique pour un groupe. À l'intérieur d'un groupe, vous avez des structures actionnariales extraordinairement différenciées. Et à chaque fois, ce sont des cas de gouvernance spécifiques. Vous avez le cas des filiales à 100%, vous avez le cas des JV 50-50, vous avez le cas des participations majoritaires, vous avez le cas des participations minoritaires, vous avez le cas des participations minoritaires juridiquement, mais où il y a un contrôle de fait. Vous avez le cas des actions de concert. Vous avez le cas de tous des pactes d'associés qui fixent des règles spécifiques qui, en fait, ne correspondent pas du tout à l'organisation officiellement juridique du système. Et donc, ça pose beaucoup de questions sur quels sont les liens, quelles sont les imbrications intra-groupes. Et c'est très différent si vous avez simplement une participation financière ou une imbrication industrielle. Ça n'a rien à voir de discuter de la gouvernance d'un groupe si vous avez des locaux en commun, des personnels partiellement communs. Et comment est-ce qu'on gère les prix de transfert? Comment est-ce qu'on gère l'optimisation fiscale? Comment est-ce qu'on décide où se fait la marge quand on est dans un groupe? Quand vous voyez que vous avez des taux d'imposition qui sont aussi variés que le nombre de pays dans lesquels on est installé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait également dans les pays, je l'ai déjà dit, quand les législations sont contradictoires, et comment est-ce qu'on arbitre? Alors après, ce que je vois également de manière extrêmement différente, y compris dans des très grands groupes, c'est des différences culturelles gigantesques. Vous avez des groupes qui sont complètement intrapreneuriaux, où en fait finalement les patrons de filiales ont une liberté d'autonomie d'entreprendre extrêmement élevée. Ou au contraire, vous avez des filiales que j'appelle des fausses filiales, parce qu'en fait ce seraient des business units ou ce seraient des départements. Simplement, ça a été filialisé et donc ça correspond pas du tout au même système. Et d'ailleurs, ça pose une vraie question dans les grands groupes, c'est est-ce que toutes ces filiales sont justifiées? Parce que quand je discute avec des présidents de groupes, aujourd'hui on a 400 filiales, 500 filiales, 600 filiales, c'est un vrai sujet sur l'organisation du capitalisme de demain. Alors bien sûr, on a des travaux académiques qui démontrent que les tailles optimales d'entreprise, ça se situe dans le service autour de 300, dans l'industrie entre 200 et 300, et donc la tentation c'est de faire des micro-filiales. Par contre, à force d'accumuler des filiales, comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on articule le tout? Et puis même dans ces filiales, c'est quoi leur histoire? Chaque filiale a son histoire. Est-ce que c'est une croissance externe, plus ou moins bien digérée? Est-ce que c'est un spin-off? Est-ce que c'est un morceau qu'on a évacué d'un côté et qu'on a séparé différemment? Ou est-ce que c'est simplement le fruit de plusieurs réorganisations? Et donc là, on ne sait plus très bien d'où ça vient. Et donc normalement, si on a une stratégie globale, on a une gouvernance intégrée. Et quand on voit la logique des dirigeants, à chaque fois ils disent on a une logique économique, on n'a pas du tout une logique de gouvernance juridique. Et les deux vont se heurter d'un point de vue réglementaire.
Et les questions qui vont se poser, et sont très complexes pour les administrateurs, c'est quelle est l'autonomie réelle de la filiale? Est-ce qu'il y a une centralisation comptable? Est-ce qu'il y a un reporting mensuel? Est-ce qu'il y a une trésorerie centralisée? Est-ce qu'il y a un droit préalable, une intervention dans les embauches et les licenciements? Et ça va quand même remettre en cause complètement l'autonomie réelle de la filiale. À nouveau, de quel administrateur parle-t-on? Alors là, parce que c'est facile de dire quel doit être le comportement de l'administrateur. Ça me fait toujours sourire. Parce que est-ce que c'est l'administrateur qui représente l'actionnaire? Est-ce que c'est un administrateur indépendant? Est-ce que c'est un administrateur qui représente l'État s'il y a une participation publique? Est-ce que c'est un administrateur qui représente les salariés? C'est quelque chose qu'on a nous en France. Ou est-ce que c'est un administrateur salarié de l'actionnaire majoritaire? Donc c'est qu'encore où là il y a un lien de subordination et donc c'est très compliqué dans la posture de l'administrateur. Et donc moi je ne pense pas qu'on puisse faire autrement que d'avoir systématiquement des systèmes sur mesure et que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors c'est extrêmement compliqué pour le régulateur parce que le régulateur c'est quand même tellement pratique d'avoir des cases. C'est quand même tellement pratique d'avoir des checklists. C'est quand même tellement pratique de cocher des trucs et de dire qu'on est conforme. Et oui, je sais, vous êtes juste en face de moi, on a eu l'occasion de dire 2 mots avant. Donc, mais c'est un vrai sujet d'humilité, parce que quand vous contrôlez, c'est comment est-ce que je m'assure que la régulation est juste? Et quand je dis juste, pour moi, ça veut dire à la fois juste dans le sens de justice et juste dans le sens de justesse. Parce que c'est un vrai enjeu que la régulation soit juste. Parce que ça veut dire que sinon on n'a plus confiance dans le système. Et moi, en tant que régulateur, je veux que le système soit juste. Parce que sinon, si on n'a pas un système sécurisé, personne. Alors là, le capitalisme meurt, hein, parce que là, ça veut dire que vous avez. D'ailleurs, on a ça en Europe, hein, les montées d'extrême, etc. C'est qu'il y a une conscience que le système n'est plus juste. Et donc là, je pense qu'il y a un poids très fort sur les régulateurs pour dire comment est-ce qu'on le fait. Alors l'approche. Quelles approches pour quels enjeux? Il y en a dans tous les sens. Hein. Il y a l'approche par les risques. Ça, les commissaires aux comptes, ils adorent. Ça, c'est quand même trop bien. D'abord, ça fait plein d'honoraires. Et puis, c'est vraiment super. Et ça pose des vraies questions. Les régulateurs aussi, ils adorent hein, l'approche par les risques. Ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, on avait des discussions très intéressantes avec l'autorité des marchés financiers en France qui nous disait mais vous êtes vraiment bêtes dans les entreprises si vous n'êtes pas capable de mesurer tous vos risques. Ça veut dire que vous êtes vraiment nuls. Et on avait échappé à un texte de loi à l'époque parce qu'on a vraiment été nuls. On n'avait pas prévu le volcan islandais. Ah, c'était trop bête, hein. Et donc, du coup, on n'avait pas écrit dans les rapports annuels qu'on risquait d'avoir le volcan islandais. Donc, on n'avait pas prévu qu'on aurait des ruptures d'approvisionnement de semi-conducteurs qui arriveraient du Japon. On n'avait pas prévu que toute l'Europe serait à l'arrêt pendant une semaine. Et donc, on n'avait pas prévu qu'il y aurait des supply chains qui s'arrêteraient. On a vraiment été nuls, hein. Donc, depuis ce jour-là, on a à peu près la paix avec les autorités européennes. Grâce au volcan islandais, moi, je suis très reconnaissante au volcan islandais. Il nous a économisé un paquet de lois. Donc, après, on a un deuxième sujet, c'est comment je préserve l'intérêt social de chaque filiale. Et on a des sujets qui reviennent non-stop et qui sont d'une complexité folle. Et comment est-ce qu'on les gère? Les prix de transfert, les distributions de dividendes. Parce que est-ce que je laisse la filiale se développer avec son intérêt social, machin, ou est-ce que la maison mère siphonne systématiquement tout résultat qui est fait par sa filiale? Et donc, c'est des sujets à l'infini sur la manière dont on fonctionne. Et comment je fais sur les opérations intra-groupes? Parce que ça, c'est trop bien aussi. Hein. C'est trop bien, les valorisations, les cessions partielles d'actifs. Hein. Ça, c'est trop bien. Et comment je valorise les entités? Et où est-ce que je mets le résultat? Parce que là, on peut jouer au dé pour savoir où est-ce qu'on le met. Hein, à gauche, à droite, comme on veut. On a également l'approche par la sanction. Donc, si la société mère interfère dans le pouvoir de direction, ça commence à nous titiller, ça, en France. C'est que maintenant, quand on commence à y avoir de la jurisprudence, ça fait bouger un peu les dirigeants. C'est si on sanctionne les dirigeants de la maison mère parce qu'ils sont mal comportés par rapport à leur filiale. Alors, finalement, je fais quoi? J'obéis à la maison mère ou je fais quand même un petit peu attention à préserver les intérêts sociaux des filiales, même quand ils ne sont pas totalement alignés par rapport à la stratégie du groupe. Ça pose plein de questions. Alors les points d'attention qui reviennent tout le temps, et puis on m'a dit qu'il fallait que je tienne une demi-heure, mais je vais aller un peu plus vite. Hein. Les points d'attention qui reviennent tout le temps, l'abus de majorité, la spoliation des minoritaires, évidemment, ça c'est un vrai sujet. Éviter la gestion de fait. Ça, c'est un autre sujet. Si l'entreprise est cotée, une vraie question de la gestion de l'information privilégiée et de la prévention des risques d'initiés. Ça, et comment est-ce que je fais? Et ça, c'est pas simple du tout. Et si le groupe est important et qu'il y a plus d'une centaine de filiales dans les faits, c'est très complexe. Connaître en temps réel les sous-jacents d'un périmètre de consolidation, c'est pas simple. Je suis administrateur d'un groupe où il y a 150 filiales, c'est un cauchemar.
ne serait-ce que repérer qui sont les administrateurs. Maintenant, on a des systèmes de perte et de gestion interne pour savoir qui sont les administrateurs de quelle filiale. Parce qu'à un moment, il faut quand même pas qu'on leur donne trop de mandats, sinon ça fait pas sérieux. Et puis si on leur donne des mandats dans des boîtes qui sont conflictées, c'est quand même, c'est pas bien, c'est pas chic, hein, c'est pas bien ça. Donc, on a un vrai sujet sur le suivi des commissaires aux comptes, ça j'ai déjà dit. Ça pour moi, c'est un énorme sujet. C'est d'autant plus un énorme sujet qu'on a laissé se construire des oligopoles et que c'est super les Big Four. On a une très grande technicité, on a un énorme sujet de choix et un énorme sujet aujourd'hui de manque d'offres dans des groupes multinationaux sur le fonctionnement des commissaires aux comptes. Donc pour moi, ma conclusion, c'est on ne peut faire que du sur-mesure, donc c'est très déstabilisant. Alors, c'est un côté sympa, c'est que ça fait appel à l'intelligence des situations. C'est un côté très casse-pied, c'est que ça rentre pas dans les cases. Et donc là, on est très embêté sur les systèmes de contrôle, les systèmes de régulation. C'est que ça rentre pas tout comme ça facilement dans les cases. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un administrateur? Qu'est-ce qu'il doit connaître? Alors ça, c'est pas simple non plus d'être administrateur de filiale. Parce que qu'est-ce qu'elle en pense, en fait, finalement, la direction générale du groupe? Parce que des fois, elle ne dit pas toujours complètement ce qu'elle pense. Donc je suis censée appliquer la stratégie générale du groupe, mais il se trouve que, finalement, elle est moyennement lisible. Et donc je fais quoi, moi, quand je suis administrateur au milieu de la NAS, là, et qu'on me dit, tu dois appliquer la politique groupe, mais qu'on la connaît pas, la politique groupe. Donc ça, c'est pas simple. Et quelle est la politique du groupe vis-à-vis de sa filiale? Alors, combien de temps elle a envie de la garder, la filiale? Parce que c'est pas tout à fait la même chose si vous avez une filiale que vous envisagez de vendre ou si vous pensez que vous allez la garder pendant les 20 ans qui viennent. Quel degré d'autonomie vous lui donnez? Est-ce que cette filiale a le droit de décider toute seule comme une grande de faire de la croissance externe? Est-ce qu'elle a le droit de sélectionner ses cadres dirigeants? Est-ce qu'il y a de l'attitude d'investissement est là? Est-ce qu'il y a des seuils formalisés? Quelle est la politique salariale? Est-ce que les filiales peuvent augmenter leurs salariés exactement comme ils veulent? Parce que là, ça pose une question quand même sur le fonctionnement du conseil d'administration de la filiale. Parce que si finalement vous n'avez pas la main ni sur les investissements, ni sur la rémunération des salariés, ni sur les achats-ventes d'entreprises, ça devient formidable, le conseil d'administration. Donc, mais c'est un vrai sujet aujourd'hui de responsabilité juridique et pénale. Alors, quelle posture? Et j'ai terminé. Pour moi, le conseil d'administration, normalement, c'est le lieu des débats pour favoriser la convergence entre la mère et la fille et assurer la transparence des informations pour les minoritaires. Qui choisit les administrateurs pour de vrai? La mère ou la fille? Normalement, ça devrait être la fille. Si on regarde les textes de loi dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à la mère. Dans les groupes complexes ou soumis à régulation forte, la mère a souvent un volant de collaborateurs, administrateurs professionnels à temps plein. Est-ce que ce sont des bons administrateurs? Est-ce que c'est un job à temps plein, administrateur? Je suis pas complètement sûre. Alors après, je vais pas disserter sur l'importance des outils, parce que ça, il y en a dans tous les sens, des outils. Mais en tout cas, alors, autant je suis pour que le formalisme soit assez souple en général dans l'organisation des gouvernances, parce que je pense qu'il faut faire du sur-mesure. Autant dans les groupes, là, je pense qu'il faut quand même un minimum d'artillerie pour organiser tout ça, sinon ça fonctionne pas. Et donc, il faut je pense que même dans les sociétés à 100%, il faut des administrateurs indépendants pour préserver les intérêts sociaux. En tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui en France. On pense qu'il faut un livret d'accueil de l'administrateur. Quelque chose qui n'est pas dit dans les textes, mais qui est quand même assez efficace, c'est que chaque administrateur entrant soit accompagné d'un mentor pour qu'il comprenne les règles du jeu, parce que les règles du jeu, elles sont pas toujours sur la table. C'est important d'avoir des comités spécialisés, évidemment. Alors en plus, maintenant, c'est obligatoire, donc c'est plus simple. C'est intéressant d'avoir un règlement intérieur du conseil. Ça a l'air bête. Une lettre de mission pour l'administrateur. Moi, je pense qu'un administrateur de groupe, il doit demander une lettre de mission. Parce que pour savoir où il va et quelle est la stratégie et comment on l'attend. Après, en son âme et conscience, il fera son job d'administrateur. Mais en attendant, je pense que c'est dans un groupe, c'est totalement normal qu'il y ait une lettre de mission. Je pense qu'il faut qu'il y ait des formations. Il faut qu'il y ait des formations sans arrêt, parce qu'il faut se redire à chaque fois quelle est la posture. Alors, des formations sur la posture d'administrateur, donc l'IMA fait des trucs formidables, mais surtout aussi une formation sur la politique de gouvernance du groupe, parce que là, il y a des politiques de gouvernance de groupe qui sont très différentes d'un groupe à l'autre. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que je vous ai pas définitivement enseveli sous trop de choses. Et je pense surtout qu'il faut une transparence de manière générale, parce que comme il y a beaucoup de redondance entre filiales et maisons mères, la seule manière d'éviter de la frustration, parce que ça c'est un sujet qu'on a aujourd'hui dans les grands groupes en France, c'est que les cadres dirigeants des grandes filiales s'en vont. Parce qu'à un moment, ils disent « j'en ai juste marre de la gouvernance du groupe ». Parce que c'est une vraie frustration d'avoir une redondance entre la gouvernance de la filiale et la gouvernance du groupe. Et donc aujourd'hui, c'est devenu un enjeu de garder ses talents que de réfléchir à l'organisation de la gouvernance. Donc ça dépasse de très loin simplement des logiques de régulation, des logiques de réglementation, des logiques de conformité. Mais aujourd'hui, c'est une réelle, à mon sens, logique d'efficacité également.